semaine dernière, Poutine a donné l'ordre de reprendre la région de Koursk d'ici jusqu'au 20 janvier. Et ce n'est pas l'intention qui nous intéresse ici, car les forces de défense de l'Ukraine sont en train de repousser avec force. Mais la date est le jour de l'investiture de Trump. Par conséquent, le Kremlin se prépare également aux futures négociations. Tout d'abord en renforçant ses positions de front, et cette pression se fait sentir dans différents domaines. Les prochaines semaines seront donc évidemment décisives. Avec quels atouts répondrons-nous aux propositions de Trump? Que se passe-t-il actuellement dans la région de Koursk, près de Kourakov, Kupiansk? Et les Russes oseront-ils prendre d'assaut Zaporijjia? Pour plus de détails, auprès de Sergueï Vandin. Mois décisif de la guerre. Comment les élections américaines ont-elles accéléré les combats sur le front? L'ennemi a jusqu'au 20 janvier pour s'assurer que nous ne restons pas ici. Les Russes sont-ils capables de lancer une offensive contre Zaporijjia? Maintenant, les plantations sont dégagées, donc le mouvement est visible à des kilomètres. Et pourquoi les actions offensives dans la région de Koursk sont fatales pour la Russie? Fait de la semaine concernant le moment le plus critique de la guerre russo-ukrainienne. Après l'élection américaine, la guerre russo-ukrainienne a atteint un point critique. Avant l'investiture de Trump, qui promet de mettre rapidement fin à la guerre, Poutine tente de percer le front pour avoir une position forte dans les négociations. C'est pourquoi il met aujourd'hui toutes ses ressources en jeu. Des messages sur de puissantes attaques contre les positions de nos défenseurs arrivent de la région de Sumy à Zaporijjia. C'est particulièrement chaud dans la région de Koursk en Russie, ainsi qu'autour de Pokrovsk et de Kourakove dans la région de Donetsk. Des tentatives de percer notre défense et un renforcement des forces pour des attaques actives sont observées à Zaporijjia. Mais parlons de tout cela dans l'ordre. Cette vidéo montre l'un des assauts les plus puissants repoussés par les soldats de la 47e brigade et des brigades adjacentes. Nos défenseurs brûlent simplement les chars et les véhicules blindés de transport de troupes qui les attaquent en colonne. Le politologue Kirilo Sazonov, qui combat actuellement au sein des forces spéciales Grim, a à peine trouvé le temps de parler des batailles dans ce secteur du front. Il dit que le Kremlin a littéralement mis les opérations offensives dans la région de Koursk sur le tapis roulant. Les bombardements et les assauts ont lieu toutes les 15 minutes et... Des missiles anti-aériens, des roquettes, des obus, détruisant complètement leurs propres colonies, démolissant tout en briques, ensuite soit des assauts mécanisés. C'est dans la direction de Koursk que les Russes subissent les pertes les plus importantes. Rien que dans la région de Koursk, 77 unités de véhicules blindés ennemis ont été détruites. 77 en 5 jours, c'est beaucoup. De telles pertes, compte tenu du fait qu'ils n'ont plus beaucoup d'équipement et qu'ils le prennent même à Mosfilm. Le fait est que Poutine a fixé un objectif ambitieux au commandement régler la question du Koursk avant l'investiture du président américain. Mais une telle précipitation compte tenu des obstacles d'eau et des forêts est propice à une opération défensive. L'ennemi a jusqu'au 20 janvier pour s'assurer que nous ne restons pas ici. Dans le même temps, les troupes russes n'abandonnent pas leur tentative de satisfaire un autre caprice du dictateur du Kremlin. Après que les Russes ont fait sauter le barrage de Kourakov, nos convois doivent maintenant traverser la rivière Vovcha de cette façon. De toute évidence, l'ennemi essayait d'inonder les routes de ravitaillement de la garnison ukrainienne afin de compliquer la situation déjà difficile des forces de défense. À la périphérie orientale, il y a des combats constants. Ils essaient constamment de prendre d'assaut et de prendre pied, comme cela s'est produit dans la zone de l'école numéro 3. Nous y sommes allés avec du matériel, des troupes débarquées. Ils se sont retranchés là-bas et ils essaient de continuer à le faire et de consolider leur succès. Selon l'un des scénarios, les Russes veulent se rendre sur l'autoroute Kourakove-Zaporijjia pour créer un chaudron pour les forces armées ukrainiennes et, en cas de succès, se rendre à Pokrovsk. Sur le front de Pokrovsk, ils préparèrent des réserves pour l'assaut de Pokrovsk lui-même. Mais Selidovo est devenu un obstacle et les assauts de Selidovo se sont prolongés. Les pertes étaient si importantes qu'ils ont dû mobiliser toutes leurs réserves. Aujourd'hui, l'ennemi développe une offensive sur les flancs. Les principales batailles se déroulent juste au sud de la ville, où 6 villages sont situés à la hauteur de la ville. Tonivka, Katerinivka, Elizavetivka, en direction d'Uspenivka et depuis Dalny. Car entre Uspenivka et Dalny, ils essaient de fermer cette poche. Sans approvisionnement durable, nos défenseurs devront battre en retraite. Mais que gagnera l'ennemi s'il réussit dans cette zone? Kourakov, il est difficile de s'y déplacer. Tout là-bas est une cible. Il me semble donc que la tête de pont de Kourakove ne donnera pas grand-chose à l'ennemi. Aucun avantage.
Les forces de défense ont reçu une nouvelle sonnette d'alarme dans le nord-est. Cette vidéo montre le moment de la percée des véhicules blindés ennemis vers Kupiansk. Les Russes ont parcouru plusieurs kilomètres sur des routes forestières presque sans obstacle et ont réussi à atterrir à la périphérie de la ville. Le problème, c'est que l'ennemi a vu ce point faible et qu'il est probable qu'il essaiera, maintenant qu'il se regroupe, nous communiquerons pour savoir s'il va puiser des réserves territoriales pour répéter cette avancée. L'attaque a été repoussée et les restes de la force de débarquement ont été éliminés, indique l'état-major général. La situation est désormais sous contrôle et il semble que les Russes veuillent ouvrir une autre direction. À l'aube, nous nous précipitons dans les rues de la ville en ruine d'Orikiv, à Zaporizhzhia, vers la position de nos artilleurs de la 65e brigade. Ces mouvements sont effectués pendant les heures où les drones de reconnaissance ennemis ont la moindre vue ou ne peuvent pas voler du tout. C'est généralement une période dorée. En quelques heures, nous arrivons au poste de commandement et d'observation où l'opérateur surveille le champ de bataille en ligne grâce aux drones des éclaireurs. Il observe maintenant le contact entre la zone grise et la zone ennemie. Actuellement, la situation près d'Orikiv est stable, mais dans la région voisine, l'ennemi sonde déjà notre ligne de défense. J'ai juste un canon dans une direction légèrement différente. Ils l'ont vu là. Par exemple, nous avons tiré 30 coups hier et ils ont tiré 110 coups hier. 10 à 30 par jour, c'est normal. Plus que cela, c'est déjà un mouvement intense d'engagement de combat avec l'ennemi. Il n'est pas si difficile de repérer les accumulations et les tentatives de mouvement de l'ennemi. Le terrain y contribue. La majeure partie du territoire est constituée d'une steppe plate et continue. Il est donc très difficile de se cacher. Maintenant, les plantations sont dégagées, donc le mouvement est visible à des kilomètres, déjà à environ 10, si avec la technique, alors beaucoup plus tôt. Si par exemple l'infanterie, il peut s'approcher à 6-7 kilomètres et il est alors impossible de passer inaperçu. L'équipement peut être vu à plus de dizaines de kilomètres. Actuellement, les forces de défense prennent des mesures préventives pour réduire le potentiel de l'ennemi. Mon opérateur prend place dans la cabine du canon automoteur Gvozdika. C'est très exigu pour nous deux, car il y a aussi un équipage composé de 3 personnes, le commandant, un soldat qui charge les armes et un tireur. Nous sommes maintenant prêts, nous n'attendons plus que la commande. Mais dans le ciel, on peut entendre le gazouillis du drone. Différents drones volent. Et FPV grand et petit, tout ce que vous voulez est hors-land. Et les lancers, on attend qu'ils s'envolent. Ensuite, nous pouvons continuer. Tout dépend de l'équipe. L'attente est le moment le plus tendu du travail d'un artilleur, mais l'ordre de tirer finit par arriver. Un projectile de 122 mm vole vers une position de drone russe. Je pense qu'elle a été très réussie. Nous n'avons utilisé que 2 obus et endommagé la cible. Nous avons certainement endommagé les câbles qui vont vers ces centres et je pense que nous avons également endommagé 1 ou 2 antennes ou 3 antennes, ce qui a mis ce groupe hors service pendant un certain temps. Ces actions compliquant la préparation de l'ennemi à des opérations plus sérieuses. Ils se préparent et nous voyons leurs tentatives et l'accumulation de forces et sonder nos défenses. Nous sommes prêts à les dissuader. Mais faut-il s'attendre à une offensive jusqu'à présent? L'activité de l'ennemi à Zaporizhzhia ne constitue pas une menace, mais il ne faut pas non plus se relâcher. Même sans accumulation de matériel et de soldats, les Russes peuvent frapper à tout moment et dans n'importe quelle direction du front. Série Vendin, Fakti Tijnia, ICTV.